tennis, la finale de Monte-Carlo reportée à cause de la pluie. La trêve est finie, seul meeting, Giscard à Dax et Auch. Atlanta, encore un assassinat, le 24e. Tiercé à Longchamp, le 10, le 7 et le 9. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour la finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo, on est arrivé à une situation rarissime. En effet, la rencontre entre l'Américain Connors et l'Argentin Vilas, hachée par le mauvais temps et dont vous voyez les derniers échanges, a été complètement interrompue, la pluie devenant trop violente, on l'entend d'ailleurs. Voilà qui crée d'innombrables difficultés aux organisateurs et aux joueurs, dont le calendrier est toujours très chargé. Quelles sont les solutions qui peuvent être retenues? Sur place, Hervé Duc. La finale, qui avait déjà été reportée à cet après-midi, a été interrompue alors que les deux joueurs, Connors et Vilas, en étaient à 5 jeux partout au premier set. Deux solutions s'offraient alors aux organisateurs. Premièrement, le report de la finale à demain, mardi. Mais pour ce faire, et en raison des impératifs du tennis actuel, un tournoi par semaine, il fallait l'accord du conseil professionnel, réuni à New York, et des deux joueurs. Solution rendue impossible en raison du départ de Vilas en Argentine et de Connors aux États-Unis. De plus, une météo défavorable ne pouvait inciter les deux joueurs à rester indéfiniment à Monte-Carlo. Deuxièmement, annulation pure et simple et partage des prix et des points ATP. Là encore, solution rendue impossible en raison de l'importance du tournoi de Monte-Carlo et de la différence de points attribués entre le vainqueur et le finaliste. Lorsque l'on sait que Connors est actuellement numéro 3 mondial et Vilas numéro 5, on comprend mieux que les joueurs n'acceptent pas facilement ce genre de décision. Une troisième solution a donc été proposée. Reporter le match à une date ultérieure, sans doute après Roland-Garros. Décision peu satisfaisante, elle non plus, car située 15 jours avant Wimbledon, cette finale risquerait de contrarier la préparation et l'entraînement sur gazon des deux joueurs. En définitive, cette pluie aura démontré une fois de plus le décalage existant entre le sport lui-même et tout ce qui empêche le tennis d'aujourd'hui d'être un simple sport. Mais il semble donc que c'est la troisième solution qui aurait été retenue. La finale aurait donc lieu sans doute après Roland-Garros, c'est-à-dire à partir du 8 juin, mais ce n'est pas encore officiel. C'est la fin du week-end de Pâques. Si vous n'avez pas pris la route, ne partez pas avant 22 heures. Tel est le conseil impératif de Bison Futé. Si vous rentrez demain, ne roulez pas. Entre midi et 20 heures, la circulation ces jours-ci est considérée comme exceptionnellement difficile. De toute manière, le temps est mauvais un peu partout. Soyez plus prudents encore que d'habitude. Mais à propos de mauvais temps, Alain Gillot-Pétreux, qu'est-ce qui s'est passé? Il devait faire beau et il a fait vilain et froid. Merci en tout cas, Léon, de le dire si gentiment. Oh, je pourrais vous expliquer ce qui s'est passé, mais ce serait peut-être un petit peu long et un petit peu abstru. Néanmoins, je voudrais vous faire remarquer quelque chose, et vous avez raison, la prévision était qu'il allait faire beau, il n'a pas fait beau. Et c'est dommage, c'est arrivé juste dimanche de Pâques. Cela fait 94 fois que je vous présente la météo, et j'ai très plaisir à le faire. Et bien sûr, 94 fois, il y a eu 2 erreurs, et 92 succès. Alors j'accepte les deux erreurs et les 2 reproches, mais je demande aussi pour la météo qui me prépare les prévisions, je demande aussi 92 compliments. Je crois que c'est plus juste, non? En tout cas, demain, je pense, j'espère, même je crois que je suis sûr, que les nuages seront froids sur la majeure partie de la France. Comme aujourd'hui à 13 h, où les températures, comme vous allez le voir, étaient fraîches, dans beaucoup de régions, il faisait moins de 10 degrés. La prévision pour demain, région par région, donc. Des Pyrénées au Massif central et aux Alpes, temps très nuageux, avec un vent de secteur nord fort, de très pâles éclaircies et encore de la pluie, de la neige au-dessus de 700 mètres. Ailleurs, au nord de cette zone, donc, temps variable avec des alternances d'éclaircies et de passages nuageux, température fraîche, vent d'est-nord-est assez fort. Et puis, en soirée, des nuages abondants s'approcheront par le nord-ouest du pays. Les températures prévues pour demain, région par région, d'abord au nord, Lille, Le Havre, Brest, Paris et Nantes, très frais le matin, 1 à 4, l'après-midi, 10 à 12 frais aussi. À l'est maintenant, Nancy, Metz, Strasbourg, Besançon, dégelé, 0, 1 et puis 9, 10 l'après-midi. Au centre, Dijon, Bourges, Clermont, Lyon, 1 à 2 le matin, 10 à 12 l'après-midi. Au sud-ouest du pays, Cognac, Bordeaux, Toulouse, Biarritz, 2 à 5 le matin, 11 à 13 l'après-midi. Enfin au sud-est, Grenoble, Marseille, Nice, Nîmes et Perpignan, 2 à 7 le matin, 10 à 15 à Perpignan. Il fera quand même assez doux. Notre agenda pour demain mardi 21 avril, avec les heures de lever et de coucher du soleil à Paris et la Saint-Anselme.
Dans l'affaire de l'enlèvement de Marne-la-Coquette, le mystère s'épaissit. Madame Kluger, enlevée dans la nuit de vendredi à samedi, n'a toujours pas été retrouvée. On a aussi fouillé des bois, rien. La famille a lancé un appel aux ravisseurs. Denise Boer fait le point. Dans la villa de la famille Kluger à Marne-la-Coquette, l'attente continue et avec elle l'angoisse monte. Ce soir encore, après avoir étudié les différents coups de téléphone reçus, les policiers ont la conviction que les véritables ravisseurs ne se sont pas manifestés. Et cette incertitude qui se prolonge est une des armes les plus terribles dans la guerre des nerfs qui a commencé depuis 3 jours. Les ravisseurs prennent leur temps, laissent monter la tension, et ce manque d'impatience dans la demande de rançon toujours informulée semblerait indiquer que le rapt est le fait de malfaiteurs professionnels qui avaient soigneusement préparé leur coup. Ce matin, pour la première fois, un membre de la famille parle, le beau-frère de Madame Kluger. En ce qui nous concerne, nous faisons un appel aux ravisseurs. Il faut qu'ils sachent que Madame Kluger a été opérée récemment et que son état de santé est encore très précaire. Nous souhaitons des contacts le plus rapidement possible, d'autant plus que nous pensons qu'elle a été blessée au cours du rapt. Voilà, c'est tout. Amie de Madame Kluger et principale vedette de sa maison d'édition musicale, Rika Zaraï, quant à elle, ne croit pas à l'hypothèse d'un acte de malveillance. De toute façon, je suis catégorique, je suis sûre que c'est pas possible, c'est là. Déjà, il faut pas voir les gens de notre métier comme des gens qui sont capables de rapter des choses de cette sorte-là. Et je ne sais pas l'expliquer, je suis pas du tout au courant de fait des choses. Mais je ne crois pas possible qu'il y aura des gens de show business, de notre métier à nous, qui auraient fait un acte pareil. Et d'ailleurs, je ne vois pas du tout comment est-ce que Huguette et Kluger peut être au cœur d'un fait pareil. Car c'est une femme qui travaille, elle s'entend bien avec son mari, Jean Kluger. Lui, il assume le côté artistique de la chose, il compose, il fait des productions musicales, elle dirige l'édition. Ce sont vraiment des gens très calmes et des gens très sérieux. Du nouveau dans l'affaire Glaume, condamné à 15 ans de réclusion criminelle, Urbain Guillaume a été libéré cette semaine de la prison de Liancourt dans l'Oise après avoir purgé seulement 3 ans. La cause en est son état de santé considéré comme étant d'une extrême gravité d'après le médecin-chef de la prison, le docteur Garnier. En fait, il souffrirait d'un cancer de la prostate et d'autres régions du corps seraient gravement touchées. Guillaume fut l'un des gros bonnets du trafic de drogue en France. Voici les précisions d'Alain Perfit, garde des Sceaux, sur cette affaire. La loi prévoit 2 possibilités en cas de maladie grave d'un détenu, ou bien la grâce médicale, ou bien une décision d'un tribunal. La grâce médicale a été refusée. Elle m'a été demandée l'an dernier et je l'ai refusée. D'ailleurs, j'étais sûr que le président de la République, si je la lui avais transmise, l'aurait refusée lui-même. En revanche, il y a l'autre possibilité qui n'est pas sous ma dépendance, puisque ce sont des juges indépendants et souverains qui décident. Le tribunal correctionnel de Beauvais a décidé, en son âme et conscience, qu'il devait, pour des raisons humanitaires, suspendre la peine d'Urbain Guillaume, ce qu'il a fait. Mais de chose l'une, ou bien ce que les médecins ont dit est vrai, à savoir qu'il était à la dernière extrémité, ou bien ce n'est pas vrai. Si la santé d'Urbain Guillaume s'améliore, il réintégrera la prison. Les principaux candidats n'ont pas tenu de meeting public pendant une bonne partie de ce week-end de Pâques, mais ce soir, Valéry Giscard d'Estaing est à Auch, dans le Gers, et il était cet après-midi à Dax, dans les Landes. Un reportage de Paul Amar et Jacques Aubertin. Après 2 jours de trêve pascale, Valéry Giscard d'Estaing reprit aujourd'hui son tour de France en effectuant sa 22e étape à Dax. Une occasion pour lui de faire allusion une nouvelle fois à la violence qui endeuille quelquefois le Pays Basque, comme elle a endeuillé la Corse. La France n'admettra pas, a-t-il dit, les règlements de compte entre étrangers et réprimera toute violence, d'où qu'elle vienne. Une violence d'autant plus condamnable que nous vivons dans un pays de liberté, a-t-il ajouté. Liberté, un mot employé à plusieurs reprises par le candidat Giscard, comme pour mieux se démarquer de ses concurrents. À aucun moment, Valéry Giscard d'Estaing ne les a cités, mais il s'est montré très sévère à leur égard dès le début de son discours, et en guise de préambule, a reproché à ce qu'il appelle le cœur des 9 pleureuses de mener une campagne médiocre. Non, la France n'est pas faible, elle est forte, elle est devenue la 3e puissance militaire du monde et on en sait quelque chose dans les Landes.
Non, les Français ne se sont pas abandonnés devant l'effort. Ils ont fait face à la crise. Et mieux cette année, en 1981, que la puissante Allemagne fédérale. Notre croissance économique sera nettement supérieure cette année aux résultats de l'Allemagne. Non, la France n'est pas incapable. Elle a lancé en 7 ans un programme de 45 centrales nucléaires. Elle a construit... Oui, vous criez où, mais vous êtes tout seul. La majorité du peuple français a choisi l'indépendance nucléaire parce que c'était un choix de courage. Nous ne voulions pas être dépendants indéfiniment du bon vouloir ou des caprices de ceux qui nous décomptaient le pétrole et qui en fixaient le prix à leur guise. Alors si vous êtes pour la France asservie, si vous voulez que la vie économique et sociale de la France dépende des caprices des autres, alors vous pouvez dire non, mais vous dites non tout seul. Établis ensemble, car bien entendu, c'est votre travail autant que le mien, et dans certains domaines, davantage que le mien. Nous avons établi ensemble les fondations d'une France moderne et dynamique. Celui qui a construit les fondations est le mieux qualifié pour construire les étages de la maison. Les démagogues ne peuvent construire qu'une maison de papier, parcourue par les courants d'air, des fausses promesses et des désillusions. Valéry Giscard d'Estaing, dans une interview au journal La Montagne de Clermont-Ferrand, déclare « Les accusations contradictoires et les campagnes dirigées contre moi n'ont aucune prise sur le jugement des Français. J'ai confiance dans leur jugement. » Ceux qu'on appelle les petits candidats sont surtout intéressés par le premier tour. C'est en tout cas ce qu'affirme Arlette Laguiller, qui appelle les électeurs à voter pour elle afin de donner un avertissement aux 4 grands, et notamment à Georges Marchais, qui l'accuse d'être soutenu par la droite. La candidate de Lutte ouvrière l'a redit samedi à Lille, où l'avait suivi Jean-Claude Renaud. Ses camarades du Nord ont offert de l'eau minérale à Arlette, comme ils l'appellent, pour qu'elle tienne le coup. Elle en a besoin. La candidate qui arrive à la tribune comme elle s'installe au bureau chaque matin, qui a pris un congé sans solde pour faire sa campagne, est devenue la cible du Parti communiste. L'Humanité l'accuse de rouler à droite. Alors, la révolutionnaire trotskiste a répliqué durement. Quand on est calomnié par Marchais et par son journal L'Humanité, on est en compagnie de Valessa et ce n'est à mon avis pas une si mauvaise compagnie. Portée par un public enthousiaste, elle dénonce pêle-mêle les 100 milliards consacrés à l'armée et ceux qui veulent chasser les immigrés. Un immigré marocain, dit-elle, est un Français, d'assaut, un étranger. Elle ne craint pas les contradicteurs qui, après son discours, lui reprochent de n'avoir pas de programme précis. Tout simplement pour faire pression sur les salaires. En particulier, je le sens au niveau des débats que nous organisons. Ils sont plus animés parce que bon, ceux qui viennent et qui me connaissent pas toujours très bien ont à cœur de me faire préciser effectivement ce que je pense, mon programme et puis peut-être la vision d'une autre société. Vous avez encore quelques meetings à faire. Est-ce que vous êtes fatigué aujourd'hui? Un petit peu, mais enfin, j'ai un moral de fer et c'est ça qui compte. Camarades, nous vous donnons rendez-vous. La preuve, elle l'administre elle-même. Dans la salle du conservatoire de musique, c'est elle qui entonne l'Internationale.
De son bureau de la place du colonel Fabien, un appel de Georges Marchais, le candidat du Parti communiste français, attaque une nouvelle fois François Mitterrand. Lorsque le candidat socialiste demande aux Français de voter utile, dit en substance Georges Marchais, il ne cherche rien d'autre que de réduire les voix du candidat communiste. Georges Marchais réaffirme qu'il est prêt à faire tout le nécessaire pour battre Valéry Giscard d'Estaing et sa politique, mais pour cela, souligne-t-il, il faut gagner une à une les voix de ceux et de celles qui n'ont pas encore choisi. Michel Debré, dans une déclaration à Télé Luxembourg, le redressement par le salut, voilà la seule voie de l'espoir. Michel Crépeau, dans une interview au Monde, reproche au Parti socialiste son technocratisme. Jean Poprin, secrétaire national du PS, si la gauche s'éparpille, elle sera battue. Gaston Defferre, député maire de Marseille dans le Provençal, si M. Chirac était élu, il serait plus dangereux que quand il était Premier ministre. Jean-Paul Moreau, secrétaire d'État à la justice, M. Chirac prête la main à la destruction de la Ve République. Et puis, cette déclaration du député maire socialiste de Lille, Pierre Mauroy, dans cette dernière ligne droite, il faut aller à l'essentiel. La droite a deux visages, mais une politique. Le changement n'a qu'un nom et un seul, François Mitterrand. François Mitterrand doit être le candidat de toute la gauche dès le premier tour. Les mineurs CGT du Puy d'Estival, près d'Alès, sont arrêtés cet après-midi 2 trains de voyageurs circulant sur la ligne Marseille-Paris afin d'expliquer les raisons de leur action. En Corse, attentat à l'explosif contre le bureau d'accueil d'un village de vacances à 20 km au sud de Bastia. Les locaux ont été pratiquement détruits, mais il n'y a eu aucun blessé. Quant à l'enquête menée par M. Bouvier, directeur de la police judiciaire, à la suite de l'attentat de jeudi dernier à l'aéroport d'Ajaccio, la police n'a fait aucune déclaration. L'Élysée a publié la nuit dernière le texte d'un télégramme du président des États-Unis, Reagan, au président français. J'ai été scandalisé et indigné en apprenant le lâche attentat contre votre vie et en même temps soulagé de savoir que vous en êtes sorti indemne. Veuillez accepter l'expression de ma profonde sympathie et celle du peuple américain pour cette méprisable agression. À Atlanta, aux États-Unis, la série de crimes perpétrés contre des adolescents ou des enfants noirs continue. On a découvert une nouvelle victime. C'est samedi après-midi, dans une portion asséchée de cette rivière au sud d'Atlanta, que fut découvert le corps décomposé du 24e enfant noir assassiné dans cette ville. C'est à ce même endroit que la police avait déjà retrouvé les corps de 2 autres enfants. Joseph Bell était âgé de 15 ans. Le soir même, les habitants d'Atlanta plantaient des croix de bois, 24 croix, là où ont été découverts les 24 victimes. Dans les églises, des services spéciaux pour honorer leur mémoire, comme chaque dimanche depuis 3 mois. Mais après les déclarations fracassantes du FBI, au début de la semaine dernière, soupçonnant certains parents d'être les assassins, la colère gronde dans les familles des victimes, tandis que le zèle des volontaires s'émousse quelque peu. En août dernier, ces volontaires étaient près de 2000, il n'était plus que 50 dimanche pour ce 27e week-end de recherche. Irlande du Nord, de violents incidents ont eu lieu à Londonderry dans la nuit de dimanche à lundi, après que 2 adolescents catholiques eurent été écrasés par une Land Rover de l'armée britannique. 200 à 300 jeunes gens ont attaqué les forces de police à coups de briques, de bouteilles et de cocktails Molotov. D'autre part, 2 bombes ont été lancées sur un véhicule de la police, mais ses occupants n'ont pas été blessés. Les forces de l'ordre ont dû tirer plus d'une 50aine de balles en caoutchouc pour contenir les manifestants. Ce matin, le calme semblait être revenu à Londonderry, mais les autorités se déclarent inquiètes et elles craignent de nouvelles violences dans la province de l'Ulster. Liban, le gouvernement français a exprimé aujourd'hui sa très vive émotion après les bombardements hier sur Beyrouth et Saïda. Ces violations graves du cessez-le-feu confirment le gouvernement français dans sa conviction que la situation au Liban reste très dangereuse. À Saïda, un certain nombre de victimes d'hier ont été enterrées solennellement. De Beyrouth, l'un de nos envoyés spéciaux, Philippe Rochaud. Magasins fermés, ville en grève, Saïda a vécu une journée de deuil, mais la ville était en fièvre quand la population a porté à bout de bras les cercueils des victimes des bombardements de la mosquée jusqu'au cimetière. La colère des milices musulmanes qui s'étaient retournées hier contre la petite communauté chrétienne de 3000 habitants en saccageant une église, en molestant des prêtres et en tirant des coups de feu dans l'archevêché s'est à présent calmée. Mais si les villages chrétiens du sud pilonnent à nouveau la ville de Saïda, tout peut recommencer.
On n'oublie pas qu'ici a commencé la guerre civile en 1974. Ils étaient 30 000 hier à Plogoff, rassemblés à l'endroit même où, durant l'hiver 1980, les opposants à la centrale nucléaire avaient affronté les forces de l'ordre. Hier, dans ce village du Finistère, c'était la fête. On était venu là pour assister à la pose par Haroun Tazieff de la première pierre d'une maison autonome capable de fonctionner avec les énergies renouvelables. On était venu là aussi pour la musique et les chants. Et pour l'inauguration d'une éolienne, 30 000 antinucléaires, c'est plus que l'on avait espéré, les organisateurs. Demain après-midi, une délégation de la Fédération des Tziganes de France va être reçue par le chef de l'État. Les fils du vent lui parleront de leurs préoccupations concernant la liberté du voyage, le camping sauvage, leurs problèmes scolaires et bien entendu les terrains aménagés pouvant accueillir les nomades. Or, justement, en ce week-end pascal, 7000 tziganes évangéliques se sont réunis en convention européenne, et ce sur un terrain où enfin on ne leur crée pas de difficultés puisque c'est le leur, à En Ordre, non loin de Bourges dans le Cher. Gérard Dalmaz. Cette autre planète, c'est celle des tziganes. 40 millions dans le monde. Ceux d'Europe, ils sont 5 millions, sont arrivés des Indes dans le tourbillon de poussière de Gengis Khan. D'où le type physique encore présent pour certains et la parenté entre le sanskrit et la langue romanesque des Roms. Feu de bois, terrain vague, enfants dont la prunelle reflète la liberté insolente du voyage, les tziganes français sont 150 000. 150 000 citoyens à part entière, malgré les apparences. Nous vivons en France depuis le XIVe siècle. Nous sommes donc français par conséquent depuis près de 600 ans. Pourquoi ne pas laisser vivre ces gens tranquilles puisque nous sommes français à part entière comme vous? Quand il s'agit de payer nos impôts, on sait nous trouver. Quand il s'agit de faire le service national, nous sommes là, nous répondons présents. Pourquoi toutes ces attaques qui n'ont aucun fondement sinon que de créer une psychose dans les villages ou les villes où nous passons, voleurs d'enfants, voleurs de poules et tout ce que vous voulez. Vous pouvez voir autour de nous, il y a des centaines de gosses. Personnellement, j'en ai 12, dont voici le 10e. J'en ai très assez avec les miens, sans les voler ceux des autres. Sur nos 150 000 fils du vent, 50 000 sont baptisés tziganes évangéliques rattachés à la fédération protestante. Dire que pour autant les turbulences sont devenus les anges, nous n'en sommes pas là. Pourtant, ces nouveaux chrétiens s'appliquent à démolir leur mauvaise réputation grâce à leurs prédicateurs, encadrant les 7000 participants de 10 nations à cette retraite spirituelle européenne, tour de Babel qui n'a qu'un espéranto, l'évangile. Pour nous, ce qui compte, c'est d'abord de démontrer que le Christ est toujours l'objet de la foi évangélique, qu'elle soit protestante ou qu'elle soit baptiste ou qu'elle soit tzigane, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte pour nous, c'est qu'il y ait le Christ qui soit au centre de notre foi. À l'occasion de Pâques, voici la célébration de la Cène, avec le partage du pain et du vin, le corps et le sang. Et maintenant, regardez bien, grâce à une autorisation toute particulière, vous allez voir 2 des 50 baptêmes par immersion, car pris au sens grec, baptême signifie renouveau. Tu crois qu'il est ressuscité pour sa justification? Oui. Voilà, tu t'engages à le suivre maintenant dans les eaux du baptême, dans les bons comme dans les mauvais jours? Oui. Alors sous la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comble du hasard, mais était-ce vraiment un hasard? Une colombe est venue se poser sur ce chapiteau européen de 7000 tziganes évangéliques. Une colombe, symbole du Saint-Esprit et de la paix. Et qui sait, peut-être de la paix entre eux et nous.
Aussitôt après le journal télévisé, le magazine Question de temps va vous faire pénétrer dans les coulisses de la secte Hare Krishna. C'est un document étonnant que vous ramènent Alain Valentini, Yves Breu et Jean Ray. Qui sont ces Krishna que l'on ne connaît pour l'instant que par leur costume safran et leurs petites clochettes? En voici un aperçu avant le rendez-vous de 20h35. Les Krishna, comme on les appelle, sont installés dans l'hôtel particulier d'Argenson au Marais. C'est le temple de l'AICK, l'Association internationale pour la conscience de Krishna. Une installation qui ne fait d'ailleurs pas l'unanimité de tous les locataires et voisins de l'immeuble. Créé en 66 aux États-Unis par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada, mort en 77, et dont les dévots du monde entier vénèrent le moulage en cire, le mouvement apparaît en France en 72. Le but des Krishna, se libérer du monde matériel, mais en gardant toutefois les pieds sur terre. Ainsi, l'association a fait l'acquisition d'un château et de 80 hectares de terre au domaine d'Oublès près de Châteauroux. Le domaine a été rebaptisé Ashram rural de la Nouvelle Mayapura. La communauté des dévots de Krishna cultive la terre, édite les livres de l'association et crée aussi la première école védique privée où les enfants apprennent français, anglais et sanskrit. Les dirigeants, quant à eux, se défendent d'être une secte. Ça dépend comment vous voulez définir la secte. Telle qu'elle est entendue dans les médias, le mot secte ne s'applique pas à une religion comme la nôtre. Que nous soyons sectaires, si vous voulez, que nous soyons une minorité en ce moment en France, et si on veut nous appeler secte parce que nous sommes une minorité, oui. Tout comme on aurait pu appeler les missionnaires catholiques des sectaires quand ils viennent en Inde pour enseigner le christianisme. Mais nous sommes une religion. Et cette religion, très ancienne, authentique, reconnue par toutes les grandes autorités, elle est en ce moment minoritaire en France. Et si ça nous fait secte, oui, nous sommes une secte. Vous êtes une secte qui marche bien puisque vous allez maintenant ouvrir de nombreux bureaux en province. Aix, Calais, Lille, Sainte-Foy, Strasbourg, Toulouse. Oui, absolument, oui. C'est la preuve, si vous voulez, de la valeur de notre enseignement. Qu'est-ce que Krishna fait dans le monde spirituel? Krishna, il a les relations éternelles avec tous ses dévots dans le monde spirituel. Et le but de la conscience de Krishna est de purifier le mental. Les dévots de Krishna, qui sont debout chaque matin à 3 heures, respectent 4 règles essentielles: être végétarien, pas de relations sexuelles hors mariage et uniquement pour procréer, pas de substances toxiques, cigarettes, café, pas de jeux de hasard. L'essentiel est de comprendre, disent-ils, que nous ne sommes pas uniquement notre corps. Mouvement religieux authentique, folklore, affaires commerciales, chacun finalement est libre de penser que les Krishnas sont fous ou sincères. Question de temps donc présentée par Louis Berriot avec en deuxième partie un reportage de Christian Mittal et Jean-Louis Bousser sur l'art et l'ordinateur ou comment les artistes utilisent aujourd'hui le langage de l'informatique pour créer. Automobile, victoire de l'équipage Scheckter Meta Mike Doughty sur Datsun dans le Safari Rally disputé sur les pistes du Kenya et comptant pour le championnat du monde des rallyes. Alors aujourd'hui à Longchamp, dans le tiercé, prix André Carus, du nom du créateur de ce mode de Paris, il y avait pour la première fois sur cet hippodrome une jeune femme montant dans un tiercé, Mademoiselle Boutboul, que Dominique Leglou a suivi, je dois dire, avec attention. Ils sont tous là pour se tiercer les plus grands jockeys de Longchamp, de Saint-Martin-Frédillette, sans oublier Samani ou Philippon. Parmi eux, une femme, Mademoiselle Dari Boutboul. Elle monte le cheval numéro 15, un nombre de 7 ans, nommé Great Jungle. Un cheval dont sa mère est la propriétaire et dont Hubert Dayer est l'entraîneur. Âgée de 22 ans, Mademoiselle Boutboul est étudiante en licence de russe et d'histoire de l'art. Passionnée de peinture d'avant-garde, elle compte ouvrir une galerie cet été. Elle monte aussi à l'occasion à cheval depuis l'âge de 3 ou 4 ans, d'abord pour des concours hippiques et depuis ses 18 ans pour des courses. C'est la 3e femme à monter au cours d'un tiercé et la seconde au cours d'un tiercé de plat. Enfermée ici au milieu du peloton, la cravache d'or des Cavalières 80 terminera en 11e position, loin derrière le numéro 10, Billy le Kid qui emportera la course, et Calouette et Tarwin qui prendront respectivement les 2e et 3e places. Seul au milieu d'un peloton de 19 unités, mais pourtant à peine impressionné. Je veux dire franchement que c'est la première fois que je montais un tiercé et que c'est pas une question de nombre de partants, je crois que c'est une question de course. Et le tiercé c'est vraiment une course totalement différente des autres, où il y a beaucoup d'incidents de parcours, beaucoup de chevaux qui se gênent. En plus, par la définition même du handicap, les chevaux sont tous à chance égale dès le départ, donc tout le monde veut défendre sa chance. Et c'est des courses effectivement un petit peu plus spéciales que les autres.
Votre cheval est à une cote relativement élevée. Est-ce dû au fait de sa valeur ou au fait qu'il soit monté par une femme? Bon, je pense que c'est un petit peu les deux, parce que c'est pas un très très bon cheval. Et en plus, monté par une femme, c'est un petit peu normal. Est-ce que vous pensez qu'un jour, au départ d'un tiercé, on verra autant de femmes que d'hommes? Je pense pas. C'est dommage, mais je pense pas. Je vous rappelle en tout cas l'arrivée. Premier le 10, Billy the Kid, monté par Philippe Roy et entraîné par Toufflant. Deuxième le 7, Calouette. Troisième le 9, Darwin. Et le tiercé 10, 7, 9, rapporte dans l'ordre 12 072 50. Dans un ordre différent, 2414 50. Le 16, Sassy Lee, n'est pas parti. Et le pari est transformé. Et il donne donc 427 50. Tous les turfistes qu'il touche seront ravis. Tout à l'heure, les dernières informations de la journée vous seront présentées par Pierre-Alain. Demain, l'invité d'Antenne du Midi est Jerry Lee Lewis. Et à 13h et à 20h, vous retrouverez vos présentateurs habituels. Au revoir, à bientôt. Merci.